Alors, je pense que tout le monde me connaît, mais c'est pas grave. Donc, le doc de la médiation numérique, Pascal Plantard, prof à Rennes 2, co-directeur du GIS Marsouin. Et je souhaitais vraiment partager ça avec un acteur de terrain avec qui j'ai travaillé dans un ouvrage sur la place de la médiation numérique en bibliothèque. Gilda Carrillo, qui est le responsable de la médiathèque de Saint-Aubin-du-Pavail. Alors, je vais vous poser un certain nombre de repères. Et puis, l'idée, c'est que Gilda réagisse, comme ça a été fait dans le livre qui a plusieurs témoignages de médiateurs numériques, en racontant son histoire tout simplement. Alors, je vais juste commencer par la mienne quand même, parce que le monsieur barbu, je suis absolument persuadé que tout le monde se pose la question, mais pourquoi il est coiffé comme ça, ou pourquoi il a une barbe pas forcément taillée. Alors, le monsieur barbu qui est là, c'est Seymour Papert. Seymour Papert, ça a été mon maître de stage au MIT. Pour ceux qui ne connaissent pas Seymour Papert, c'est carrément l'inventeur des TIS, des technologies pour l'enseignement. Il avait bossé avec Piaget et il était comme ça quand je l'ai rencontré. Et quand je suis revenu, j'ai rencontré Catherine, pas de Neuve, mais l'Institut d'initiation à l'informatique individuelle, qui était probablement la première formalisation issue du ministère de la Jeunesse et des Sports en 86. Donc vous voyez, cette histoire de la médiation numérique, elle est quand même finalement beaucoup plus ancienne que ce qu'on imagine. Et on va essayer de tirer des lignes de force. Ça ne sera pas exhaustif. Il va y avoir pas mal de tableaux qui serviront ensuite aux identifications de lieux, aux identifications d'activités, etc. Je ne vais pas commenter tous les tableaux, ils seront à disposition après. Mais l'idée, c'est peut-être de vous faire un panorama un peu général, forcément partiel. Donc je pense que les choses, après les aventures des années 80, les choses se sédimentent autour du Conseil européen de Lisbonne en 2000. Où s'installe cette idée vraiment de l'économie de la connaissance, qu'il faut bien garder en tête, puisque c'est tout à fait remarquable de voir que les rapports concernant, je pense à Cyberculture de Pierre Lévy par exemple, les rapports concernant les développements des technologies, particulièrement de l'Internet, vont être très très structurants dans ce moment de bascule du millénaire. Alors, c'est le repère peut-être central. Maintenant, il y a probablement 4 actes, au sens des actes de théâtre. Il y a 4 actes plus 1. Le plus 1 étant le contemporain. Et donc sur le contemporain, évidemment, on manque de recul. Mais il y a 4 actes identifiables. Alors, j'ai la chance d'être prof, donc j'ai la chance de faire soutenir des thèses, et donc j'ai la chance d'être à la crête de ce qui se passe. J'ai téléphoné à Amélie Thuret. Amélie Thuret est une ancienne collègue qui a travaillé pendant 15 ans à la délégation aux usages de l'Internet et qui va soutenir sa thèse demain. Donc je n'ai pas le droit de vous présenter ça, sauf qu'elle me l'a donné quand même. Elle soutient sa thèse demain à Bordeaux sur finalement les politiques publiques de médiation numérique et l'éducation critique au numérique. Et elle a fait un travail documentaire gigantesque que je suis en train de vous livrer. Même chose, la thèse, une fois soutenue, sera disponible en ligne puisque c'est le cas. Et peut-être qu'on aura occasion d'inviter Amélie dans la suite du travail qu'on fera en Bretagne. Donc elle identifie 4 temps, 4 actes de 67 à 84. Je vous ai mis, pour vous donner des repères, je mets toujours des petites icônes. 84, l'arrivée du Mac. C'est le temps de la genèse, en fait. On est plutôt dans les logiques des théories de la diffusion. Donc on vise assez immédiatement la question de la massification. On est plutôt à l'époque des clubs informatiques et plutôt à l'époque de l'éducation scientifique, de la structuration de l'éducation scientifique et technique. Je vous rappelle qu'1 an après
84, on a le plan informatique pour tous de 85. Donc on pourrait qualifier ça de proto-histoire, mais elle est importante. Pourquoi? Je vous l'ai dit, on reviendra tout à l'heure. Je vous l'ai dit, il reste des clubs informatiques et il reste des militants de cette période-là dans nos territoires aujourd'hui. Ce n'est pas à minimiser. Deuxième période, de 85 à 99, le temps de l'appropriation des outils avec un primat donné à l'éducation, particulièrement à l'éducation nationale, à partir du plan informatique pour tous, et à cette visée du réseau, cette espèce de proto-web ou de proto-internet que va être le Minitel. On arrive à Lisbonne, le début des années 2000, c'est le temps de l'accès public à Internet, mais c'est aussi le temps des emplois jeunes et des espaces publics numériques. On va avoir occasion de revenir là-dessus. De 2012 à 2016, on est en train d'interpréter et d'utiliser énormément la question de fracture numérique. Je vous rappelle qu'on publie, nous, le premier bouquin francophone en 2011 sur cette question-là. Amélie rajoute culturel au numérique. Je pense que ce n'est pas idiot. Il faut qu'on y réfléchisse. Je pense que la médiation numérique est probablement naturellement et dans son histoire plutôt installée. Ce n'est pas pour rien que j'ai un médiathécaire à côté de moi au départ, est plutôt naturellement installée dans la médiation culturelle qu'elle ne l'est installée dans la médiation sociale, ce qui n'est pas sans conséquence pour le travail qu'on est en train de mener aujourd'hui et sans conséquence sur le réveil tardif du travail social. Vous savez tous que je suis éduc de formation initiale. Il me semble quand même que le monde qui dépend du ministère de la Culture et le monde de l'éducation populaire a été plus rapide. On voit aussi arriver d'autres types de statuts et on voit aussi arriver d'autres types de lieux. C'est là qu'on commence à parler de Fab Lab et de tiers-lieux. Le dernier acte, le +1, c'est cette structure de coopérative d'État qui est la MEDNUM. Je propose de ne pas en parler ce matin et de laisser Jacques-François Marchandise plutôt le développer. C'est pour ça que je vous ai mis 4+1, parce que la MEDNUM, c'est quand même un objet étrange. Vous savez, c'est un peu comme ces startups d'État. On va en avoir une autre tout à l'heure quand je vais vous parler de PIX. C'est assez étonnant, ce type de structure. Pour le moment, on manque de recul. Bon, je préfère que ce soit Jacques-François qui vous en parle. Deuxième, alors, ça c'est peut-être le déroulé chronologique. Maintenant, on voit bien les lignes de tension. La médiation numérique, elle est activité pour une part et métier pour une autre part. Donc on a finalement 3 catégories d'acteurs. Une première catégorie d'acteurs qui sont les bénévoles, qui sont les historiques, qui sont les anciens des clubs informatiques, qui vont rester quand même dans les hackerspaces aujourd'hui, en partie des communautés geeks et hackers, toujours bénévoles et toujours militants. Donc ce ne sont pas des acteurs qui ont disparu. Deuxième catégorie, les métiers de l'éducation, de la culture, du social, qui vont pour une part faire de la médiation numérique comme activité. Alors, il n'est pas rare, je suis assez content d'avoir participé au Lab Access parce que maintenant j'ai une réponse, il n'est pas rare de voir, je les ai vus au congrès de la Fédération des centres sociaux, je les ai vus dans plusieurs départements, des gens, des MSAP, des personnels des MSAP, dire on ne fait pas de médiation numérique et de finalement à la sortie de l'intervention dire ah ben si finalement, comme on accompagne les gens sur l'e-administration, on en fait tous les jours. Donc il y a quelque chose aussi de l'ordre de la connaissance et de la reconnaissance de l'activité au sein de l'évolution du métier. Ce n'est pas une petite affaire. Et je trouve que dans ce domaine, le corps des bibliothèques est exemplaire, puisque c'est probablement celui qui s'est le plus structuré, puisque la dernière des catégories, c'est ce qui va d'abord s'appeler les animateurs multimédia, puis ensuite les médiateurs numériques. Et on voit bien, Gilda en parlera, d'ailleurs c'est peut-être là que tu vas pouvoir commencer
ta première réaction, c'est que globalement, dans les bibliothèques, des bibliothécaires se sont transformés à un moment donné en médiathécaires, qui se sont transformés à un moment donné en médiateurs numériques ou en animateurs multimédia, tout en restant dans les bibliothèques et tout en dépendant du même type de corps. Et ce qui n'est pas forcément vrai dans d'autres secteurs. On va dire les animateurs jeunesse ont suivi le pas. Une partie des formateurs professionnels ont suivi le pas. Pour ce qui est du travail social, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Et reconnaître que certains travailleurs sociaux ont peut-être intérêt à être plus spécialistes de ces questions-là, ce n'est pas une petite affaire aujourd'hui. On est plutôt dans la deuxième catégorie, les travailleurs sociaux, globalement. Travailleurs intervenants, accompagnants sociaux sont plutôt dans la deuxième catégorie de le faire en tant qu'activité. Il y a peut-être des endroits où ça devient la première des activités, c'est à réfléchir. Je ferais bien réagir, Gilda, là, sur ce moment-là. Il y avait un petit côté historique, peut-être comment tu es arrivé dans le métier. Ouais, alors... Ouais, je vais commencer par mon parcours professionnel rapidement. Vous allez voir que ça aussi beaucoup. Et pour en arriver à ce que tu disais, peut-être au métier de médiathécaire et du rôle qu'on a maintenant en tant que médiateur numérique. Moi, j'ai commencé vraiment en 98 où, en fait, je faisais encore partie des gens qui devaient faire l'armée. Et j'ai refusé de faire l'armée, donc j'ai fait une objection de conscience. Et je me suis retrouvé par choix, parce que j'ai choisi où j'atterrissais, à l'école élémentaire Léon Grimaud, pour ceux qui connaissent un peu Rennes, qui est une école à pédagogie Freinet. Je ne sais pas si elle est encore, j'espère. Si, toujours. Parce que j'ai appris beaucoup avec eux. Et du coup, mon rôle était de tenir l'ABCD. En fait, j'ai pas de formation de bibliothécaire. Je reviendrai après. Moi, je suis graphiste de formation, c'est tout. Et donc, du coup, je devais m'occuper de l'ABCD et qui avait un ordinateur déjà. Et c'était les débuts de l'Internet, on va dire, avec du bas débit. Et hors temps scolaire, en fait, j'intervenais je pense que c'était le premier espace public numérique de Rennes, qui était dans le quartier du Landrel, donc plutôt quartier défavorisé. Et ce qui a été très particulier aussi sur ce lieu-là, c'est que la mairie avait préempté l'ancien local des jeunes, qui venait d'être fermé pour cause de violences dans le quartier. Donc on était un lieu déjà très mal identifié, en gros, parce qu'on leur avait piqué leur local. Donc, et en même temps, on avait ce double rôle, parce qu'il y avait une animatrice qui était là, premier emploi jeune, comme tu parlais, qui était, elle, employée pour faire vivre ce lieu. Nous, on venait en appui. Donc ça avait été très mal démarré, parce que donc on était vus un peu comme les voleurs de leur lieu, qu'ils autogéraient avant. Et on devait pourtant aller vers eux pour les conduire vers les nouvelles technologies. Alors moi, ma première expérience de ce côté-là dans le quartier, ça a été, donc on avait des ordinateurs à disposition de tout le monde, donc avec une connexion, elle était ce qu'elle était dans ces années-là. Et en fait, on ne savait pas trop comment s'y prendre, parce qu'il n'y avait aucune formation à l'époque, il y avait eu les financements pour les emplois jeunes, mais ma collègue employée était passionnée de la nouvelle technologie, mais pas formée à de la médiation, donc on a tous appris sur le terrain, avec des côtés très enrichissants, puis avec des côtés un peu plus insécurisant, on va dire des fois, où on était entre le rôle d'éducateur de quartier. Malheureusement, on n'était pas suivi par les éducs du coin, on en aurait bien besoin. Voilà. Et donc en fait, pour vous resituer, moi les premières demandes qu'on avait avec les jeunes qui fréquentaient ce lieu-là, c'était beaucoup le chat à l'époque, pour ceux qui se rappellent de Voilà. Et oui, ça remonte. Et oui. Ouais. C'était les débuts aussi, il y avait énormément, ils venaient beaucoup pour télécharger du son via Napster. Avant que ça ferme, avant que la plateforme, ça m'a marqué parce qu'on avait s'engouffrait tous pour essayer d'avoir les albums gratos et tout. Et puis surtout, on avait quand même un premier rôle de leur montrer comment fonctionnait Internet, parce que c'était, les jeunes générations ne savaient pas surfer encore sur le net, notamment les ados. Et suite à cette expérience, moi je suis resté 2 ans sur ce poste-là, et j'ai moi-même pris le train en marche des emplois jeunes, où je suis intervenu sur une commune de Rennes Métropole en tant que moitié à la communication auprès du maire et des élus, mais aussi en tant qu'animateur d'un lieu identifié cybercommune. Donc il y avait 5 postes à l'époque, et ce qui était intéressant, c'est que je succédais à un jeune homme qui était resté 6 ou 7 mois, qui était un passionné de Linux, et qui faisait fonctionner ce lieu via un serveur Linux. Et moi, c'est la première approche que j'ai eue de tout ce qui était logiciel libre.
et que j'ai vu que ça marchait très bien, et beaucoup mieux que la plupart d'autres serveurs que j'avais déjà expérimenté avant. Donc, je vais essayer de synthétiser. Et donc, à cette époque-là, on avait encore, par exemple, par rapport à ce qu'on vit maintenant, on avait très peu de retraités dans les demandes d'initiation, etc. On avait encore une population de souvenirs qui aussi, alors, les jeunes évidemment, mais les adultes c'était 30-50 ans les demandes. Pour des initiations, beaucoup de bureautique, internet, voilà, ça se bornait à ça. Et puis on avait énormément de jeunes qui venaient, qui étaient curieux de tout. Le net, des choses plus créatives, etc. Ensuite, en 2001, je reviens à Rennes, toujours sur un poste d'animateur multimédia. Cette fois, je suis en maison de quartier, quartier Sainte-Thérèse, donc Sud-Gare, plutôt quartier donc favorisé. Et là, avec j'ai 2 collègues qui sont animateurs multimédia aussi, donc on est 3 sur une maison de quartier. Donc un spécialisé vidéo, une que bureautique, et moi qui étais entre la bureautique et tout ce qui est publication assistée par ordinateur, donc création graphique. En gros, le pack Adobe, GIMP, c'était les débuts de GIMP, je m'y étais promis. Voilà. On a le droit de demander, voilà. Linux, GIMP, c'est quoi ? Pardon, ouais, voilà. GIMP, logiciel libre, égale Photoshop. Et là, là, je vois que dans le public, là déjà, ça change déjà. On sent que les gens ont commencé à s'équiper, je dis bien, parce qu'on a encore beaucoup de jeunes, parce que justement, on n'a pas les moyens de s'équiper. On n'a pas encore le haut débit. Mais par contre, on commence à... Alors, c'est là aussi où il y avait un grand débat à l'époque. Je ne sais pas s'il a lieu maintenant, je ne suis plus dedans, mais est-ce qu'on était des animateurs numériques chargés d'initier les gens, donc avec un rôle de médiateur et d'initiateur, ou est-ce qu'on était assimilés à des formateurs? Les élus n'aimaient pas trop qu'on dise qu'on était des formateurs, puisqu'on arrivait à faire concurrence aux boîtes professionnelles qui elles, étaient des boîtes privées. Donc, on n'avait pas le droit de le formuler comme ça, mais il faut bien savoir qu'avec l'expérience que j'ai avec mes collègues, c'est qu'on initiait de vrais cycles de formation avec des niveaux, avec un nombre de séances définies, qui pouvaient être de 10, 12, etc. Donc, la frontière était un peu ambiguë pour nous. Et puis, je dois dire aussi qu'on aurait bien aimé avoir le salaire des formateurs dans le privé, ce qu'on n'avait pas vraiment à l'époque. Je pense pas que ça ait beaucoup changé aussi là-dessus. Et donc, après cette expérience, moi, après, j'ai été indépendant en tant qu'artiste plasticien, et voilà. Ouais. Et voilà, donc je m'arrête là parce que Pascal, je fais une petite pause et je repasse le relais. Parce qu'il ne faut pas qu'il... Voilà, faut que ça soit coordonné. Vous imaginez une préparation nickel, on a pris des heures et des heures à se caler. Donc, non, c'est pas vrai. Mais on avait travaillé ensemble sur le chapitre et le texte, donc je sais ce qu'il va raconter. Lui, il ne sait pas par contre. Juste, je vais rebondir là-dessus. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a au moins 3 facteurs qui influencent la médiation numérique et le métier de médiateur numérique. Un facteur, on va dire, exogène complètement général que je vous ai déjà présenté, qui est la socialisation des technologies. Vous voyez que dès qu'on parle de Napster, on prend une claque chronologique évidente, sauf que c'est pas si vieux que ça à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Donc rappelez-vous ces boucles de socialisation des technologies, c'est lié à... Plus qu'une histoire, les technologies se socialisent avec nous. Donc, c'est lié à cette socialisation. Juste histoire de bien vous mettre la pression, on démarre quand même... vous allez voir que je prends l'année 96, on démarre avec 18% de personnes connectées. C'est le dernier tableau du baromètre numérique. Et vous voyez qu'on est en train de descendre en termes d'équipement de machines, ce qui est encore plus surprenant, on est en train de descendre en termes d'équipement en tablette. Donc, on va dire... l'hypothèse de l'équipement exponentiel permanent est une hypothèse qui est contredite par les chiffres eux-mêmes. Donc ça, c'est le premier facteur très important.
on va dire, la médiation numérique s'imbrique ou s'articule aux technologies ambiantes. Hein. Deuxième facteur très très important, je vous en ai déjà parlé, c'est pour ça que je vais assez vite, la question de l'essentialisation de la fracture numérique. Clinton en 96, en France il y a 18%, aux États-Unis il y a moins de 5% d'équipés connectés, qui nous parlent déjà de la fracture numérique. Donc vous voyez que le processus d'essentialisation, c'est un concept de Serge Ebersold sur l'accessibilité totale. Vous savez, ce message sur l'accessibilité totale, il y a un message là-dedans qui est un message finalement de développement infini des technologies. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le Ouest France d'hier en parle, puisqu'il me cite sur, je crois, la Corée du Sud. Voilà. Donc cette idée, c'est effectivement, là aussi, la médiation numérique est aux prises avec ça. Hein, nous, on avait commencé à déconstruire ça dès les années 2010. Ça, c'était l'enquête non usagée de 2011, avec cette idée que l'un des indicateurs les plus intéressants, c'est la question de l'isolement social, que vous avez repris au deuxième séminaire, où on a parlé des publics invisibles, etc. Donc, premier processus, l'histoire même, la socialisation des technologies. Deuxième processus, la question du positionnement de la fracture numérique. Et c'est là que j'ai eu ma petite larme il y a quelques jours en préparant mon truc. Le troisième processus, c'est la précarisation de la médiation numérique dans la grande histoire, enfin la petite histoire plutôt, de l'insertion des jeunes. Et donc en remontant le truc, je me suis rendu compte que, évidemment, que le temps qui va être important pour nous, c'est le temps des emplois jeunes. Mais 84, je vous ai mis tout à l'heure la période envoyée à Mélie Turet, c'est aussi la suite du rapport Schwartz sur l'insertion des jeunes, de la mission nouvelle qualification de l'insertion des jeunes. Ça parlera aux plus anciens d'entre nous. Et ça va donner toutes ces mesures de précarisation de la jeunesse, finalement. Ça commence par les TUC et les SIVP en 84. En 88, pourquoi j'ai mis le revenu minimum d'insertion? Justement parce qu'il laisse de côté la jeunesse, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le revenu minimum d'insertion n'est pas destiné aux jeunes. Et en 97 arrivent les emplois jeunes. Alors ce que j'ai mis en tout petit, c'est vraiment important pour pouvoir mesurer le phénomène. Et quand on mesure le phénomène, on se retrouve avec plus de 350 000 jeunes qui bénéficient d'un emploi aidé en 99 et plus de 900 000 jeunes qui bénéficient d'un contrat aidé. Alors, 350 000 contrats aidés dans le secteur non marchand, CES, CEC, contrat emploi ville, contrat emploi jeune, évidemment, ce seront les plus nombreux à ce moment-là. Et plus de 900 000 qui bénéficient d'un contrat aidé dans le champ marchand. Pourquoi j'ai refait ça? Parce que je savais que c'était lié à ça, puisque ma propre histoire et ce qu'on se raconte depuis le début est lié aux emplois jeunes, au mouvement des emplois jeunes. Mais en fait, je me suis rendu compte que finalement, ça avait une petite quinzaine d'années de préparation, ça, et que c'était vraiment important de regarder ça. Comment on construit un métier qui est un véritable métier important aujourd'hui, quand finalement il traverse tout ça. Donc le troisième phénomène, c'est la précarisation de la jeunesse. C'est l'extension infinie de l'entrée dans le premier emploi stable à la sortie du diplôme. Vous voyez bien qu'on est quand même sur des processus sociologiques lourds. Voilà. Je finis ça en nous rappelant que la suite... Alors, je vous ai mis la création du DEU STIC, parce que je ne sais plus si je l'avais dit, mais je venais d'arriver à Rennes 2 à ce moment-là. Je suis arrivé en septembre 97. L'année suivante, il y a le vice-président recherche, et ça va rappeler des souvenirs à certains qui sont dans la salle et qui l'ont suivi. Il y a le vice-président recherche de Rennes 2 qui me dit les emplois jeunes, ils ont un truc de formation, c'est toi ou Microsoft? Bon... C'était les certifications Microsoft à l'époque. Et effectivement, on va reparler du social business, ou voilà, on va dire les tentations des grands groupes industriels de capter la formation ne sont pas comment dire, contemporaines de l'arrivée de l'atelier Google. Enfin, ça s'installe dans une tradition un peu qui est une tradition assez importante.
Et c'est là qu'on va créer un DU que je vais transformer ensuite en DUST et qui a la filière usage socio-éducatif des technologies. Mais au départ, il était destiné uniquement aux emplois jeunes de l'éducation nationale qui avaient cette mission de médiation numérique auprès des jeunes. Ensuite, vous voyez qu'il y a des déclinaisons de ces emplois jeunes en fonction des couleurs politiques et de l'avancée politique. 2002, les contrats jeunes. 2005, les contrats jeunes, on va dire, pour migrants, les fameux contrats d'accueil et d'intégration. 2010, les services civiques. On va avoir occasion de reparler des services civiques. 2012, les emplois d'avenir, je les ai mis en jaune pour la planche suivante. Et 2017, suppression des emplois aidés. Donc vous voyez quand même qu'on est dans une histoire, si on prend les deux planches, on est dans une histoire qui débarque au début des années 80 et qui était encore très contemporaine, qui est quand même marquée par une forme, on va dire, d'incohérence des politiques publiques qui, en même temps, affirment société de la connaissance, nécessité de médiation numérique, nécessité de lutter contre la fracture numérique, etc. Et puis tout ça, quoi. Donc, voilà. Oui. Les différents diplômes qui ont été offerts, qui ont évolué aussi au cours du temps. Parce que là, pour le coup, disons que ce qui était pris en charge dans les contrats, contrats jeunes, d'un côté, dans les territoires, à partir de l'argent public, il y a aussi tout le secteur privé, les cybercafés, ceux qui se sont oui. en centre de formation. Et en fait, il manque un peu cet aspect-là. Oui, mais un, je vais le développer après, et deux, j'ai hésité à faire ça. C'est-à-dire que tu as raison, ce qui est issu du travail de Bertrand Schwartz dans les années 80, qui va donc créer aussi les missions locales. Il y a deux mouvements. Il y a un mouvement, on va dire, de précarisation de la jeunesse d'une part, et un mouvement du développement de l'éducation et de la formation tout au long de la vie d'autre part, puisque Bertrand Schwartz vient de ce secteur-là. Et effectivement, il y a des allers-retours. Ce qui est absolument évident, c'est que je pourrais refaire la planche sur les dispositifs. Les dispositifs de formation professionnelle liés à ça ne sont pas plus stables que les mesures. C'est-à-dire que je pourrais faire le tableau et je te garantis que... ouais, voilà. Et c'est très difficile à lire et ça ne participe pas. Aujourd'hui, nous sommes, à Rennes 2, la seule structure qui permet à un médiateur numérique de rentrer en DU niveau bac et de rentrer en thèse, David Puzos, cette année-là, en ayant la possibilité d'aller bosser, de revenir, etc. Pourquoi on a ça? Pour trois raisons. La première, c'est le soutien indéfectible de la région Bretagne à cette question-là, et Marsouin en même temps. La deuxième raison, c'est que j'ai un seul caractère. Et la troisième raison, c'est que j'ai toujours eu, on va dire, un public qui, en fonction des mesures, n'est pas venu pour dire moi, je suis emploi jeune, j'ai droit à une formation, est venu pour dire moi, j'ai envie de formation. C'est exactement ce que disait Gilles là tout de suite. Moi, j'ai besoin de formation pour faire le métier que je suis en train de faire. Et donc, voilà, j'avais des collègues à Limoges, il y avait des collègues à l'AFPA, il y a eu des collègues au CREPS, il y a eu voilà, c'est toute l'autre partie de la thèse aussi d'Amélie Turet. On va voir que tout ça, finalement, a eu beaucoup de mal à s'installer et que c'est aussi marqué par une non-stabilité des dispositifs de formation. Je n'avais pas prévu de le faire ce matin, mais c'est intéressant aussi de le renvoyer parce qu'effectivement, s'engouffrent là-dedans deux niveaux d'offres privées. C'est-à-dire que moi, je ne compare absolument pas une offre privée institutionnelle de type CNAM, de type AFPA, de type les associations agréées pour le BPGEPS, et voilà, avec une offre Google, tu vois, ou antérieurement l'offre Microsoft. On est vraiment dans quelque chose qui est super compliqué. Pourquoi j'ai passé le DU en Dust? Parce que je considérais qu'un DU, ce n'était pas suffisant. Il fallait un diplôme d'État, justement pour qu'il puisse s'en servir à un moment donné. Voilà. Et je trouve... Ouais, voilà, merci de ton
ton intervention, parce que c'était juste... moi, je le faisais comme un clin d'œil, mais c'est aussi quelque chose d'important. Et je pense que c'est... voilà, dans une projection professionnelle, quand tu n'as pas une filière qui te dit que finalement, tu vas pouvoir aussi récupérer du grade et de la responsabilité en faisant des allers-retours avec la formation, c'est un poil compliqué. Je voulais juste... Oui. Non. Je voulais juste revenir sur les emplois d'avenir, puisque je pense que le sommet de cette difficulté, de cette incohérence-là, ça a été autour des emplois d'avenir, où la DUI a, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, où la DUI a imposé à tous les espaces publics numériques, si vous voulez être financés, de rentrer dans ces cases-là. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a rencontré un forgeur numérique? Ça m'intéresserait, ça. Ça m'intéresserait. Assistant de valorisation aux usages responsables, assistant open data, e-réputation, net étiquette, etc., bien commun, assistant de formation aux usages mobiles, assistant vidéo ludique. Bon, je vous laisse juste découvrir, pour ceux qui ne le connaissaient pas, ça a duré 2 ans, mais quand même, on est dans le sommet de l'injonction de l'État. Enfin, c'est forgeur numérique. Non mais... voilà, je connais la racine, vous les connaissez tous aussi, il y en a eu à Rennes, j'étais à Chemillé il y a peu de temps, vous connaissez toute la racine des Fab Labs rennais, elle est ancrée dans les territoires, elle dépend du territoire et pas de la structure, elle est portée par des gens. Recruter des forgeurs numériques, ça laisse pantois quand même. Voilà, c'était juste pour, tu vois, c'est presque en lien avec ce que tu viens de dire, il y avait des rapports au code ROM, enfin, c'était complètement structuré. Ça a implosé en 2 ans. Enfin, il y a certains d'entre vous qui ont l'expérience de plusieurs années dans les EPN. Ça n'a absolument pas fonctionné. Ça a été un cadre légal. Donc, c'est compliqué, hein, ce qu'on est en train de se raconter, parce que ça, c'est un cadre légal complètement disqualifiant. C'est-à-dire un médiateur numérique qui fait son boulot, j'en ai rencontré aucun qui soit forgeur numérique. Alors, je veux juste vous dire qu'elle a fait 140 entretiens d'animateurs. Donc, ça vaudra peut-être le coup un jour de la faire venir. Donc, là, maintenant, peut-être une petite carto des structures. Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Il me semble là qu'on est à peu près exhaustif sur les structures. Ça renvoie donc peut-être à un travail commun sur les cartographies. Les structures présentent 2 caractéristiques peut-être. C'est d'être ou non dépendants des politiques publiques. Donc on voit les cybercafés qui sont indépendants des politiques publiques et les espaces publics numériques plutôt commerciaux où on parle de télécentres, téléformation, coworking, etc. Mais tout ce qu'il y a au milieu, en fait, dépendent de politiques publiques. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles dépendent de politiques publiques qui sont sur un gradient qui va du ministère de la Culture à l'Éducation nationale, au ministère des Finances. Enfin voilà, on a à la NPE, enfin à l'ex-ANPE devenu Pôle emploi, vous voyez, on a un certain nombre d'EPN qui peuvent être qualifiés avec leur activité principale finalement, qui sont assez dépendants aussi de ce régulateur national qu'ont été les différentes agences. Aujourd'hui, on a l'Agence du numérique, mais je vous ai dit que j'allais pas voilà, je vous les laisse à disposition parce que c'est vraiment intéressant. Vous voyez que la mission interministérielle pour l'accès public à la micro-informatique, à l'Internet et aux multimédias, traduit par MAPI, est vraiment significatif de la Société de la Connaissance et de Lisbonne. On est sur recensement des points d'accès. C'est pour ça qu'avec Pierre, on vous a dit tout à l'heure, au niveau national, on va peut-être attendre 30 secondes, parce que ça fait 18 ans que ça traîne, en gros, pour faire simple. Harmonisation, réponse aux demandes d'expertise. Il y a un dessous de tableau, animer un service en ligne c'est le démarrage finalement d'une tentative d'organisation un peu générale. Mais elle va très vite être remplacée par les délégations aux usages de l'Internet. Et c'est là qu'on va basculer le vocabulaire.
contrairement à la MAPI, qui était encore, on va dire, inspirée par des politiques qui articulaient ça avec d'autres stratégies politiques. La DUI, son directeur Bernard Benamou l'incarnait vraiment, va nous faire basculer sur la recherche des catalogues et des bonnes pratiques. Et c'est cette période-là, forgeur numérique, etc. Donc cette recherche de bonnes pratiques, elle pose un inconvénient. Vous allez me dire, on ne peut pas être contre les bonnes pratiques. Bah si, on est contre les bonnes pratiques parce que la bonne pratique dans un endroit et la bonne pratique dans un autre, c'est jamais la même. Une pratique, elle est toujours située et elle n'est bonne que par rapport à l'environnement dans lequel elle est. Principe presque de base d'une réflexion scientifique sur le sujet. Et donc faire grimper des bonnes pratiques à l'échelle nationale, ça donne forgeur numérique. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous allez voir que la DUI va être assez puissamment armée en termes de labels, en termes de suivi des labels, en termes de distribution des finances et va entretenir avec les territoires, particulièrement les collectivités territoriales et particulièrement les départements, des rapports qui peuvent être des rapports un petit peu tendus avec distribution ou non de bons points. Voilà. On rentre en 2015 avec l'agence du numérique qui va des bonnes pratiques. Les deux sont interministériels. L'agence du numérique est carrément rattachée à Bercy. Et là, on bascule dans, on va dire, l'inclusion numérique et la médiation numérique dans l'environnement French Tech. Et ça pose effectivement un certain nombre de questions. Je vous laisserai, voilà, vous pourrez le récupérer. Ce qui donne finalement une identification des espaces, non pas à partir des activités des territoires, mais plutôt à partir des labels. Ça va être un espace de labellisation qui est vraiment important. Alors c'est pareil, on allait me dire, oui, les normes, les démarches qualité, etc., tout ça peut être très, très intéressant. Je pense que ça rejoint la remarque de Benoît tout à l'heure. Il y a des gens qui ont des labels qui vont comment dire, défendre ce label en oubliant que derrière le label, il y a quand même des activités à effectuer véritablement vis-à-vis des territoires et des publics. Et que voilà, ça pose... donc je vais pas les développer, mais vous voyez que clairement, on est sur culture et jeunesse dans la première partie. Les premiers labels... les espaces culture multimédia succèdent aux Catherine, en fait, qui sont en fait des assos subventionnés. Les espaces culturels multimédia commencent à s'installer dans le service public, particulièrement dans les bibliothèques. Il y a des structures historiques qui sont des ECM depuis très, 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 très longtemps. Vous voyez que le point CIB... on est encore sur des logiques, jeunesse. Au milieu des années 2000, on a l'arrivée de la Caisse des dépôts et du label des cyberbases, avec peut-être un modèle économique un petit peu plus lisible et stable, jusque à cette idée de l'intégration. Finalement, aujourd'hui, on en est un peu là, en particulier avec l'expérience de Saint-Main. Mais ça a l'air d'être général. L'idée des MSAP intégrant une question inclusion numérique, là, sur les dernières confs que j'ai fait, dans le 49, c'est ça, dans la Vienne, c'est ça, dans le 33, c'est ça. Ça a l'air d'être un peu partout. Donc on part de quelque chose de très ancré sur la jeunesse et donc les politiques jeunesse pour arriver finalement à quelque chose qui serait assez ancré sur les territoires, et ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour nous, avec cette espèce de structure. Quand je dis cette espèce de structure, les PIMS sur les territoires ont un rôle assez particulier, c'est-à-dire qu'il y en a plein. Et pourquoi je l'ai mis en dehors, c'est qu'Amélie l'a même pas mis dans sa thèse, en fait. C'est-à-dire qu'elle les a même oubliés en tant qu'espace public numérique. Pour moi, les PIMS, ce sont des espaces publics numériques, sauf qu'ils sont tellement orientés et qui font vraiment quelque chose qui préfigure cette question d'e-administration,
que dans l'état actuel des choses, je ne pense pas que les deux histoires soient totalement articulées en tout cas. Et peut-être que c'est une préoccupation à avoir. C'est, je ne sais plus, on en a parlé la dernière fois. Je ne sais plus qui en avait parlé. Spécifique de points accompagnement aux Ouais. démarches administratives, Ouais. PANDA, aux démarches numériques, et qui est mis en place par les PIMS, et ils se positionnent en tant que médiateurs sociaux sur cette aide aux démarches en ligne, à la manière d'écrivains publics, mais dans le cadre de la médiation sociale qu'ils assurent sur les territoires. Et donc, je voulais recentrer un petit peu sur un dispositif qui a été important pour nous et pour les Marsouins, puisque non seulement on a fait plusieurs enquêtes sur le sujet de la médiation numérique des animateurs multimédia, mais il y a eu la thèse de Michael Lemintec sur les EPN, qui est une thèse Marsouin, où effectivement nous avons le dispositif cybercommune qui se développe. Et c'est là que je repasse la parole à mon grand témoin, puisqu'il y a eu une bascule autour de cybercommune à l'orée 2006-2007, où effectivement, alors je crois qu'on est à un lancement en 98, et dans la thèse de Michael, en 2009, il y avait plus de 300 cybercommunes, ce qui est quand même pas... Voilà. Et aujourd'hui, ça s'est délité, mais ça a été probablement un élément important de l'aménagement du territoire numérique en Bretagne. Ouais. Alors, comment rebondir là-dessus? Bah là, Sur cybercommune, c'était bien ton truc. Voilà. Non, il y a plein de choses qui me donnent envie de Bah oui, rebondir reprends là, surtout. alors moi, je me rappelle plus de comment justement ça s'est délité les financements cybercommunes, mais en tout cas, moi, alors, évidemment, je vous parle à l'échelle du territoire sur lequel je travaille, qui est le pays de Château-Giron, et qui est un territoire plutôt favorisé en Ille-et-Vilaine, au niveau sous, on va dire. En tout cas, ce qu'on a remarqué, nous, donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai eu 3 expériences dans des cybercommunes. Et quand j'ai intégré en 2006 Saint-Thomas-du-Pavail, qui avait à l'époque une micro-bibliothèque, qui est après devenue en 2011 une nouvelle médiathèque, un nouveau bâtiment avec création d'un tiers-lieu, mais ça c'est une autre histoire. Ce qui est intéressant, c'est donc on était 8 communes, et sur quasiment toutes les communes, on avait un espace multimédia indépendant. Je crois que pour les 3 quarts, c'était indépendant de la médiathèque, labellisé cybercommune avec un emploi, avec un animateur ou une animatrice qui était là. Et ce que j'ai remarqué ces dernières années, c'est que je ne sais pas comment c'est délité ce financement, ou comment ça a été, où ça a été réattribué, mais c'est qu'on avait une offre en tant que médiateur et professionnel du numérique en termes de services publics qui était vraiment de qualité, puisqu'on avait des gens, des agents. Et puis petit à petit, il y a eu, je pense, moins de financement, parce que les élus ont souhaité rétrécir le champ d'action pour que les animateurs multimédia intègrent les médiathèques. Et du coup, on s'est retrouvé là, maintenant, à l'heure où je vous parle, il n'y a plus qu'un emploi animateur multimédia sur notre territoire à plein temps. Il y en a un deuxième qui a été formé, que j'ai envoyé d'ailleurs à Esthétique, qui a fait la formation esthétique et qui est revenu travailler chez nous, qui est à mi-temps. Et sinon, ils ont disparu. C'est-à-dire que dans les autres médiathèques qui avaient des emplois à 100%, ces emplois-là, ils n'ont pas été rayés de la carte, sauf que les élus ou les structures communales se sont arrangés pour qu'ils deviennent bibliothécaires. Donc, mais du coup, ils ont perdu leur mission de 100% numérique. Et moi, je trouve que sur le territoire sur lequel je travaille, donc je vous dis, où il y a de l'argent quand même, on se retrouve avec moins de professionnels avec 100% de leur temps dédié au numérique qu'il y a quelques années. Et en même temps, on se retrouve avec une demande accrue de nos usagers face à plein de questions. Alors, il y a le public des retraités, où alors là, on est submergé depuis quelques années, on ne sait plus comment y répondre. Et puis après, avec plein de demandes spécifiques qui tournent autour des réseaux sociaux, des protections des données, des applis, des tablettes, voilà. Et moi, pour vous dire, donc maintenant, moi, je suis responsable d'une structure, donc je suis plus du tout animateur multimédia, j'ai absolument plus le temps de dédier, de faire des formations, des initiations. Je le fais à terme vraiment
très éphémère. Et du coup, je me retrouve avec des gens frustrés et qui ne savent pas trop où aller. D'où l'intérêt, je rebondis sur la cartographie qui m'intéressait tout à l'heure. On se retrouve avec des UGC qui viennent nous poser des questions sur des demandes très spécifiques. Et en défense, on ne sait pas trop où les envoyer puisque ces services-là, ces emplois-là ont disparu entre-temps. Donc voilà. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a une... Enfin, moi, pareil, je parle vraiment à l'échelle de mon territoire. Je ne suis pas du tout un expert autrement. C'est que, du coup, les élus ou politiques se retrouvent à... Enfin, se retrouvent... on revient à des créations de CAE, de services civiques. Il y a une précarisation sur des gens qui vont devoir à renouveau former, mais qui sont eux-mêmes assez précaires au niveau de leur emploi. Voilà. Je ne sais pas si je suis très clair. Si. Mais voilà, c'est un peu la vision que j'en ai. Et pour vous dire, alors moi, Saint-Omer-du-Pavail m'ont maintenant fait partie de Château-Giron. C'est une commune nouvelle, c'est 3 communes, Aussay, Saint-Omer-du-Pavail et Château-Giron. Mais c'est fait depuis 2017. Auparavant, Saint-Omer-du-Pavail, c'était 800 habitants. Et pour vous donner la volonté à l'époque communale, moi quand je suis arrivé, il y avait 700 habitants, et dans la toute petite bibliothèque qu'il y avait, qui était un tout petit local, comme dans les petits villages, il y a beaucoup, il y avait 4 ordinateurs, puisqu'ils avaient pu bénéficier du label Cybercommune, et donc d'employer une jeune femme qui est en emploi jeune. Et ça a été aussi, j'ai vu, un moyen pour certains maires de faire rentrer un professionnel sur le village en tant que médiateur numérique, mais qui sont après devenus bibliothécaires. Voilà. Il y a eu des voies de détournement comme ça, voilà. Et comme on est tous maintenant plutôt suisses, on doit répondre à une demande de la lecture publique, à une demande de transformer des lieux en tiers-lieux, de répondre à des démarches d'accessibilité. Là, les financements vont vers l'accessibilité en ce moment. On ne peut pas tout faire. Absolument. Absolument. Donc, après l'intermède régional, ça c'est les données nationales à partir du site net public, où le fameux site net public où Amélie a sorti donc, sur 4531 EPN, on a quand même une énorme majorité de bibliothèques, bibliothèques et médiathèques, puisqu'on est à 1648. Vous voyez qu'ensuite, c'est maison de l'emploi et mission locale. Ensuite, les points jeunesse. Je vais pas décliner tout, mais vous voyez que finalement, on revoit les couches historiques de création des lieux de médiation numérique s'installer finalement dans cette répartition, qui est une répartition, les données de l'enquête ont 3 ans, si mes souvenirs sont bons. Du coup, ça, c'était la situation 2016, voilà, en juillet 2016. Donc tu vois, c'est pas des données... voilà, c'est pas des données si anciennes que ça, et ça n'a pas été fondamentalement bousculé. Donc, quand on nous raconte Hackerspace, Fab Lab, Bien commun, Mednum comme coopérative, start-up, etc., etc. Alors, on va les chercher. Des choses étonnantes quand même. 48 EPN dans les communautés Emmaüs. CCAS, il y en a un certain nombre. MJC, ils vont faire leur congrès dessus. Il y en a quand même un certain nombre. Vous voyez bien que dans ces structures, on a quand même finalement très très peu de structures qui portent le nouveau vocabulaire. Et ça, c'est quand même toujours important. Alors, suite aussi du tableau, pareil, je vais pas décliner, mais c'est la carto des services existants extraits de net public. Donc ça vaut peut-être le coup que les marsouins raffinent, que ce soit raffiné aussi au niveau de Géoportail, parce qu'il y a des choses, et que ça soit mis à disposition d'une communauté. Je pense au groupe e-inclusion, c'est ça, du département, enfin des départements. Il y a probablement des analyses critiques à avoir là-dessus. Les vertes, c'est les offres générales. Les jaunes, c'est les offres publiques.
enfin à des publics spécifiques, couteau suisse, comme tu disais tout de suite, Gilda, personnes handicapées, jeunes, seniors, demandeurs d'emploi, accompagnement d'associations ou accompagnement de TPE, PME, puisque dans certaines structures, cette dimension-là avait été développée. Vous voyez bien qu'en haut, on a ce qui fait le quotidien, hein, la question de l'accompagnement individuel et collectif, l'initiation Internet au multimédia, le perfectionnement et l'accompagnement des projets numériques et les projets culturels qui sont toujours très présents, y compris quand ils englobent du jeu, y compris quand ils englobent voilà, enfin, toutes les dimensions culturelles. C'est les typologies des cartographies actuelles d'inclusion numérique qu'on peut voir. 2016, pareil, on est sur... accompagnement, c'est ce qu'on voit sur voilà. la SILAB, par exemple. Voilà, et vous avez ensuite finalement des choses assez spécifiques qui vont qualifier ensuite des espaces numériques. C'est-à-dire que si ça, c'est l'histoire de la structure liée à une politique publique, et ça, c'est le quotidien, c'est l'activité, si vous faites accueil, conseil, CNIL, enfin, en gros, RGPD avant la RGPD, on est en 2016, vous voyez bien qu'il s'agit d'une structure particulière. N'importe quel EPN ne fait pas un atelier protection des données en 2016, c'est bien clair. Et donc, vous allez pouvoir qualifier ça, puis quand vous croisez, vous vous rendez compte que c'est lié à une communauté, forcément, communauté probablement inspirée par des enseignants qui font de l'information, enfin, de l'EMI, de l'éducation aux médias et à l'information. Vous voyez, on a des contextes qui peuvent aussi s'expliquer par la nature même des activités. C'est un truc qu'on pratique assez en recherche, nous, à essayer de faire des cartographies heuristiques en croisant ce qui est le plus général avec le public et de voir comment ça sort. Même chose, coding goûté et accès robotique, on en parle beaucoup, mais vous voyez bien que ça qualifie des espaces spécifiques. Et la question maintenant des services offerts qui voilà, qualifient aussi peut-être d'une autre manière que les activités, les différents lieux. Vous voyez qu'on change quand même de vocabulaire. Sciences participatives, translittératie, recherche d'emploi qui est massif, accès Wi-Fi, accès en autonomie. Voilà. Le jeu aussi de son travail, ça a été de voir que finalement, il y a énormément de structures qui vont se glisser en dehors des labels et que les labels, en fait, dépendent énormément des modalités de financement. Autre manière de regarder les espaces publics, les niveaux de certification. C'est-à-dire sur quel objet de certification une partie de ce qui va être de l'ordre de l'initiation ou de la formation va s'appuyer. Vous avez les anciens passeports Internet et multimédia, certificats naviguer sur Internet. Donc vous voyez que ça, on est dans la proto-histoire. On arrive avec les B2I, C2I, qui vont être les brevets. Donc là, on a l'Éducation nationale qui se ressaisit de la question de la certification, duquel, dans les régions, le passeport Internet Bretagne était du même registre. Ça va devenir... l'Éducation nationale devient la référence. Force est de constater que ça ne marche pas, puisqu'on a tellement compliqué le C2I et le B2I, et on a oublié toutes les dimensions sociétales qu'à un moment donné, le modèle s'est retourné contre nous, puisque une partie des ingénieurs ont refusé, en même temps qu'ils faisaient des études d'ingénieurs, de passer en plus un C2I 2E. Alors, le niveau 2 du C2I pour les ingénieurs, niveau 2 du C2I pour les enseignants. Ils étaient en train de nous faire un niveau 2 du C2I pour la formation des adultes. Il y a un moment donné, alors que les formations intègrent les dimensions numériques, repasser un certificat, c'est un peu le modèle du certificat de langue. C'est comme si l'informatique, enfin, le numérique était une langue extérieure. Ça s'est resserré. Et là, par contre, alors oui, celui-là, ça a été un dispositif de préfiguration finalement, qui était porté par le CNFPT. La démarche, vous m'entendez un peu, comment dire, un peu dubitatif sur un certain nombre de nouvelles structures, pas celle-là. Pour le moment, l'expérience qui a l'air de... Alors, c'est en construction, c'est pas fini.
mais PIX et ces 5 domaines, ça a l'air d'être un outil qui est à la fois un outil d'évaluation, mais aussi un outil d'évaluation formative. Donc, il y a peut-être des choses à travailler avec eux, en sachant que finalement, ils sont ouverts à ça. Alors après, j'ai aussi une expérience négative. L'Université de Strasbourg a décidé de transformer le PIX en enseignement obligatoire avec notes derrière, comme ce n'est pas la philosophie du truc. Ils nous font un dispositif à contresens, quoi. Ça c'est un truc, vous faites de l'initiation informatique, où que ce soit dans les OPN ou dans les lycées ou machin, ils sont en train de travailler un PIX, comment dire, plus simple aussi, un PIX premier niveau. Ouais, un truc comme ça. Donc il y a peut-être quelque chose à suivre de ce côté-là. Ouais, bah, le PIX... Mais moi, je trouve ça super intéressant. Faites les bons clics de Emmaüs Connect ou faites le PIX en formation. Moi, j'ai fait avec des formations de travailleurs sociaux. Le domaine sociétal, là, le domaine culture numérique générale, et ben, ça les secoue, les travailleurs sociaux, parce qu'ils se rendent compte effectivement que sur plein de pratiques, c'est des quiches, quoi. Aller remonter sur la fiabilité de l'information, c'est super compliqué. Alors que tu passes les bons clics, t'es champion du monde, et donc tu te retrouves en position forcément de surplomb avec les publics avec lesquels tu travailles. Donc, voilà, je trouve que c'est... Voilà, on rentre là dans... On peut identifier les espaces publics probablement avec d'autres données plus internes que celles qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire de quelle administration ils dépendent, dans quel statut ils ont, etc., etc. Alice, tu voulais... avoir un petit temps d'échange avec le public, il est 25. Ouais, ah bon? Ah oui, il est 25. Peut-être qu'on prend les échanges à l'issue de la... Peut-être vous finissez... On finit. Alice, tu gardes ta question ou t'as... Bon. Les médiateurs numériques, vite fait, plutôt Bac plus 2. On est sur l'enquête qui avait été faite par mon collègue Dominique Evenot de Géosocial en 2007. Donc on était plutôt à un niveau Bac plus 2. On est plutôt dans... vous voyez, il y a quand même des gens de plus de 34 ans, mais on est quand même dans la courbe jeune. Ça reste... hein, les plus anciens, là, bon, voilà. Je suis Bac plus 2, Ouais. c'est ça, c'est moi. Je vais peut-être pas développer trop ça, parce que je laisserai Amélie, si elle vient, le faire, mais elle qualifie finalement dans la typologie des postures des médiateurs numériques. Alors bon, c'est son vocabulaire. Donc il y a les réformateurs mous. C'est plaisant ça, hein, bon. Laborieux innovateur à l'écoute des tendances qui tentent le grand écart entre la concertation pour anticiper les changements tout en sauvegardant le meilleur de l'existant et de l'innovation. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à mon ami Jacques-François Marchandise qui va intervenir et la figne. Je sais pas s'il serait heureux d'être identifié comme réformateur mou, mais assez clairement, il y a des structures qui s'installent dans toute l'histoire finalement de la médiation numérique et qui sont finalement en accompagnement du mouvement. Bon, la conclusion de sa thèse, c'est qu'il n'y a pas de place pour l'éducation critique au numérique dans l'ensemble des politiques publiques. Donc vous voyez, c'est quand même une thèse plutôt à charge. Donc c'est aussi pour ça qu'elle les qualifie comme ça, mais c'est pas inintéressant. Enfin voilà, ça ouvre du débat. Les ergonomes sociopragmatiques, c'est tous ceux qui me disent, encore aujourd'hui, c'est qu'un outil. Il y a énormément d'animateurs et de médiateurs numériques qui considèrent que, et c'est aussi inscrit dans l'histoire de la médiation numérique, qui considèrent que la question n'est que technologique. Voilà, voilà. Et puis après les troisièmes, les utopistes proactifs. Alors là, c'est la bande de chevelus dans laquelle... je me situerais peut-être s'il était voilà. Les utopistes, finalement, c'est ceux qui sont en contact avec toutes les cultures numériques et tous
les groupes, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai dû le dire une fois, moi je considère qu'un des pouvoirs des technologies numériques, c'est des usages des technologies numériques, c'est le pouvoir de lien, c'est donc le pouvoir de faire lien avec des tribus qui sont différenciées. Et c'est vrai qu'en tant qu'handicapé, on a l'exemple juste à côté avec My Human Kit, en tant que personne en situation de handicap, rencontrer des hackers qui vous disent bah, viens donc, on va monter ta prothèse tous ensemble, forcément, on a quelque chose de l'ordre de l'empowerment qui se fait dans la rencontre entre deux tribus. Et ce groupe-là, je le trouve quand même assez structurant de ce que je vais appeler la frontière finalement, puisque, je vais finir là-dessus, là où on va, on n'a pas besoin de route. Bah, moi, si je peux... Vas-y. Je finis très vite aussi. Alors, vraiment là-dessus, c'est que, comme je vous le disais, moi, par exemple, dans ma structure, je me retrouve dépassé par les demandes, tout ce qu'il y a à faire au niveau du numérique. Pour vous donner une idée, on a 160 mètres carrés, il y a un tiers du bâtiment qui est dédié au numérique. C'est l'espace multimédia, pour vous donner l'importance. Évidemment, avec tablettes, jeux vidéo, etc. Pour, je vous rappelle, 800 habitants. Donc une chance de privilégier, sauf que je trouve qu'on arrive à un truc de consommateur dans notre lieu. Ça devient de la consommation, puisque moi j'ai plus le temps de faire mon rôle de médiateur numérique, d'initier, d'aider, de transmettre, etc. Donc je rebondis sur ce que tu dis pour finir, c'est que comme je travaille depuis quelques années en participatif et en collaboratif, j'ai essayé de connecter les gens entre eux pour que les gens qui soient bien plus formés que moi et bien plus professionnels sur plein de domaines spécifiques du numérique viennent utiliser le bâtiment comme un lieu ressource, un lieu où ils peuvent travailler, un lieu où ils proposent. Donc du coup on accueille un Repair Café depuis une bonne année maintenant et qui répond à plein de questionnements et ça crée une émulation et une création de liens. Et on a des gens passionnés qui connaissent très bien la culture numérique, donc on parle de l'obsolescence programmée, on parle de plein de sujets passionnants comme ça. Et aussi des bénévoles retraités qui ont un savoir, qui initient d'autres retraités sous forme de tutorat et de passation comme ça de savoir et de connaissances. J'essaye aussi de donner les plus grands ados qu'ils aident les plus jeunes, voilà, à paramétrer les postes quand ils sont perdus, etc. Donc du coup, ils apprennent à faire des mises à jour, des choses toutes bêtes. Voilà. Donc on a essayé de trouver un procédé comme ça. Je rêverais d'avoir un spécialiste du numérique rien qu'à mi-temps avec moi. Voilà. Mais on a essayé de biaiser en gros ces choses-là et d'utiliser l'intelligence, je rebondis sur ce que dit souvent Benoît aussi, l'intelligence collective pour répondre, enfin tenter de répondre à une partie des besoins de nos usagers. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Gilda.